Super. Et beh, bonjour à tous, et merci d'être aussi nombreux aujourd'hui pour notre première édition d'Archilocus. Donc moi, je vais vous parler de mode produit et plus spécifiquement, ce que ça veut dire le mode produit déjà chez Cdiscount et l'impact que ça a sur notre manière de faire de l'architecture. Donc tout un programme, donc je me présente déjà rapidement. Donc moi c'est Cosme Charlier. Heu, je suis chez Cdiscount, j'occupe le rôle du directeur architecture. Voilà, donc je suis bien placé, pour vous parler de tout ça aujourd'hui. Heu Hop, si les slides passent, donc bon, je vais commencer par une petite, présentation rapide de Cdiscount. Comme pour, Blablacar, je pense qu'un certain nombre d'entre vous, connaissent. Sur un petit retour d'historique, alors c'est un peu un petit, hop, juste le temps de passer sur la frise, je zoome un tout petit peu. Donc Cdiscount, bah, c'est une boîte qui date de 98, qui au début, vendait des CD, d'où notre nom. Il s'est mis très vite à vendre aussi des DVD. On avait fait les premiers DVD à 1 € au tout début. Je vais passer un peu vite sur la suite, hein. On a été ensuite racheté par le groupe Casino en 2000. On a élargi, heu, sur les années 2000, en 2000, entre 2000 et 2010, la gamme de produits. Je passe, rapidement là-dessus, mais on a commencé à se diversifier, le vin, électroménager et cetera. 1er gros changement, on le voit là, en 2011, l'arrivée de la marketplace. Donc, on est passé, voilà, de retailer à vendre nos produits à, tout d'un coup être marketplace et mettre à disposition sur le site, Cdiscount, des produits d'autres marchands. Donc c'est depuis 2011, et puis c'est quelque chose qu'on a continué à développer, depuis. On a également diversifié, là aussi je vais passer assez rapidement, diversifier les activités. On s'est orienté, sur notamment, le secteur des services, à vendre, du mobile, des voyages, la santé et cetera. Et puis donc on a continué tout ça entre 2011 et 2020, et depuis 2020-2021, là, on est en train de prendre un nouveau gros tournant qui est le tournant du B2B, avec, là, c'est la dernière tuile, les différentes solutions qu'on lance depuis, entre l'année dernière et cette année. Donc Octopia qui est, la commercialisation, en B2B de services autour de la marketplace. Donc, on fournit de la technologie marketplace, on fournit, des vendeurs, des produits qui permettent de remplir directement une marketplace, pour un client qui le souhaite. Et puis également, donc la partie c'est logistique où, on rend des services B2B autour de la logistique, et C-Shield également, qui nous permet de commercialiser des services de cybersécurité et de CDN. Voilà un petit peu pour l'histoire, quelques chiffres, et puis ensuite on va passer, au vif du sujet. Donc, un peu plus de 4 milliards de volume d'affaires, l'année dernière, 23 millions de visiteurs uniques par mois. On a vraiment un trafic assez large, surtout axé sur la France, tant qu'on parle de Cdiscount. Et puis, comme je vous disais, avec le B2B, ça va permettre d'ouvrir un petit peu plus aussi, à l'international les activités. 100 000 commandes par jour, 530 000 m² d'entrepôt. Donc comme je disais, hein, on commercialise, nos services de logistique parce on a un gros focus sur la logistique. On fait beaucoup de logistique, nous-mêmes. Tous les produits vendus et expédiés par Cdiscount, même expédiés par Cdiscount, même si c'est pas des produits, donc des produits marketplace pour lesquels on gère de la logistique.
Et puis il y a 60 métiers, 2000 collaborateurs, dont plus de 800 collaborateurs à l'IT. Donc voilà, une grosse DSI où on est situé à Bordeaux, donc sur le bassin d'Arcachon, enfin pas très loin, et là où la vie est agréable, donc on en profite bien. Voilà pour l'histoire. Alors maintenant, donc je vous l'avais annoncé en introduction, je vais vous parler de mode produit. Heu, alors ça veut dire beaucoup de choses, le mode produit, on va le voir, hein, un petit peu au fil de cette présentation. Heu et la première question à se poser, c'est pourquoi est-ce qu'on a souhaité, s'orienter sur ce qu'on a appelé le mode produit? Et le premier constat, c'est que c'est pas uniquement un effet de mode. On n'y va pas, enfin, en tout cas, je vais vous le présenter. On a choisi d'avoir de bonnes raisons d'y aller, donc on n'est pas des moutons. Et je vais pouvoir vous expliquer ça un petit peu plus dans le détail. J'en profite, on le voit dès la première slide, le mouton est un petit peu bizarre, c'est parce que, je me suis mis ce petit challenge sur la présentation de mettre que des images qui proviennent du site Cdiscount. Donc là, c'est un produit qu'on vend, qui est, pas un nain de jardin, mais un petit mouton, à planter dans son jardin. Donc c'est pour ça qu'il a son pied, un peu étrange. On continue. Donc sur le pourquoi du mode produit, on avait fait différents constats, mais 3 principaux qui nous ont emmenés, à s'orienter vers cette méthodologie-là. Le premier constat, et ça, je pense que c'est assez universel, c'est qu'on a à l'IT un besoin de vitesse. Heu, c'est le métier qui le demande. Il faut aller toujours plus vite, toujours plus de projets, voilà, le marché qui va très vite, d'autant plus dans le e-commerce, mais c'est pas le seul secteur. Donc il faut qu'on soit capable d'être, rapide, de s'adapter aux besoins du marché, d'être réactif de délivrer rapidement de la valeur. Donc ça, c'était vraiment un gros enjeu, sur lesquels, on s'est dit: «Il va peut-être falloir qu'on repense un petit peu nos méthodes de travail pour pouvoir être capable de gagner en vitesse». D'autant plus que, voilà, ce que je vous ai présenté jusqu'avant, ça fait 20 ans qu'on existe, on sait qu'au fur et à mesure, les la taille, les process s'accumulent, et donc pour aller plus vite, c'est l'enchaînement avec la suite. On a aussi besoin de donner de l'autonomie aux équipes. Heu, on embauche, des gens intelligents, qui savent quoi faire, qui savent comment le faire. Il faut, on a toujours besoin de conseils et d'accompagnement, mais aussi surtout beaucoup besoin d'autonomie. Et pour donner cette autonomie, ce qu'on constate, c'est que, aujourd'hui, il y a les équipes transverses, il y a, les équipes, d'architecture, on peut dire ça au sens large, qui définissent des process, qui sécurisent, les différents aspects du cycle de vie, des logiciels. Mais comme on peut le voir là, au fur et à mesure, ces process commencent à être assez lourds. Il y a, des tickets Jira, qui s'accumulent dès qu'on veut faire telle ou telle action. On prend pas toujours le plus court chemin. Donc, ce besoin d'accompagnement, ce besoin d'autonomie, va passer par, on en reparlera plus en détail, derrière, mais par sans doute de la simplification des process pour pouvoir, aider les équipes à être plus autonomes. Et puis le troisième point, c'est le besoin de responsabilité. Heu, Ça aussi, c'est les le résultat, de nombreuses années, d'expérience dans le domaine. Une des tendances qu'on peut avoir et vers lesquelles justement on essaye de pas pencher, c'est, les équipes pompiers.
les équipes de prod qui gèrent la prod sur lesquelles tombent les incidents, d'un côté, et puis de l'autre côté, les équipes de développement et on a un peu du mal à faire le lien. On se retrouve avec, voilà, comme je disais, des pompiers, qui traitent les sujets et les équipes, de projet de développement ont pas forcément la responsabilité de bout en bout de ce qu'ils produisent et donc ça emmène des freins. Ça emmène des freins au bon déroulement et au bon déploiement des différents services, qu'on met en place. Donc, suite à ces 3 différents constats, on s'est posé la question: «Comment est-ce qu'on y va?» On sentait bien que le mode produit, ça allait nous aider, mais il fallait déjà savoir exactement quoi et surtout comment et donc pour avancer, on a commencé par se poser la question de: «Bon, OK, on veut aller vite, qu'est-ce qui nous ralentit?» Et en fait, c'est la définition qu'on a donnée à la dette. On parle souvent de la dette technique et on s'est dit: «Bah, pour nous, en fait, la dette technique, c'est ce qui nous ralentit». Donc ça va nous permettre de prioriser des choses. On sait qu'il y a, parfois du code, qui a 20 ans, alors peut-être peut-être plus beaucoup, on peut l'espérer, mais en tout cas, on va pas regarder spécialement l'âge, ou la techno ou l'état d'un code pour se dire qu'est-ce qui est vraiment de la dette pour nous ou pas. On dit la dette, c'est ce qui nous ralentit, c'est ce qui nous empêche d'avancer et ce qui nous empêche d'aller vite. Donc déjà on a commencé par se donner cette définition-là, heu, ensuite, il était temps de prendre, un peu de recul, pour, voilà, se dire: «OK, il y a des choses qui nous ralentissent, on a de la dette, comment est-ce qu'on peut l'adresser?» Donc je pense que, beaucoup d'entre vous connaissent, le petit dessin, du chariot avec les roues carrées où on dit, «Bah, non, on n'a pas le temps de changer les roues, il faut qu'on avance, pour mettre des roues rondes». Donc alors j'avais pas ce petit schéma sur Cdiscount, mais on vend un livre, qui s'en approche, «Comment faire du vélo avec des roues carrées». C'est cette idée-là, c'est on prend du recul et on se dit: «Voilà, il faut s'arrêter un moment, pour regarder et se dire où est-ce qu'on peut arrondir les angles et nous permettre d'aller plus vite». Et là-dessus, on a décidé de partir avec un principe et en s'appuyant sur un livre que je vous présente. Alors c'est la seule image qui vient pas de Cdiscount parce que celui-là on le vend pas, mais c'est, Accelerate. Donc certains d'entre vous en ont sans doute déjà entendu parler, heu et pour le résumer, c'est une étude, donc autour du DevOps dont on parle beaucoup, mais surtout qui donne des chiffres autour du DevOps et qui permet de se dire: «Voilà, on a quelques indicateurs qui nous permettent, de chiffrer la performance des équipes, la performance d'une organisation et à partir de ces indicateurs, on est capable de prédire avec un niveau de confiance assez élevé, la performance réelle de l'entreprise». Donc est-ce que, heu l'entreprise est suffisamment rapide ou a des sujets qui la ralentissent et beh, voilà, c'est des chiffres qu'on sort et une méthodologie qui est décrite. Donc si voilà, je vous vous avez la référence du livre et je vous le conseille. Ça a vraiment été la base pour nous pour, orienter notre démarche vers le mode produit et ce qu'on a appelé, le go to product chez Cdiscount. Et donc autour de ça, on s'est donné une définition de qu'est-ce que le mode produit chez Cdiscount et je vous la rends telle quelle, hein. C'est comme ça qu'elle est présentée, en interne à toutes les équipes. Des équipes produits, c'est des équipes constantes dans le temps. Donc ça, c'est important de se dire qu'on a une base constante d'expertise qui dure. Heu, des équipes qui sont autonomes. Donc ça, j'en ai déjà parlé, et on va voir comment est-ce qu'on peut accompagner cette autonomie. Des équipes qui sont responsables de leurs assets. Donc là aussi, la notion de responsabilité dont j'ai parlé tout à l'heure. La notion d'asset, donc là un périmètre et vraiment d'avoir en fait un produit. Pour avoir une équipe produit, oui, il faut un produit, il faut qu'on ait bien défini ce produit,
son périmètre et donc j'en parlerai aussi juste après. Euh, et puis des équipes qui sont aussi obsédées par la mesure. Donc ça, c'est un point très important pour nous. On en parle dans Accelerate et pareil, je ferai un petit focus juste après sur ce sujet de la mesure. Et puis des équipes agiles, des équipes rapides et centrées utilisateurs. Donc voilà un peu la définition qu'on a synthétisée autour de ce qui est pour nous une équipe produit et en tout cas la cible qu'on se donne. Et on va voir, c'est pas évident au premier abord. Il y a des équipes qui sont aujourd'hui, ou enfin déjà même au moment où on a lancé ça, qui étaient plus ou moins proches de ces idéaux à atteindre, en tout cas de cette cible à atteindre. Et voilà, on va regarder un petit peu comment est-ce que l'architecture a pu accompagner l'organisation vers cette cible-là. Alors, j'en parlais juste avant, une équipe produit, pour commencer, elle a besoin d'avoir un produit. Et une organisation en mode produit, elle a besoin d'avoir ses produits à différents niveaux, et puis elle a besoin de bien connaître ses produits. Et donc là-dessus, pour nous, vraiment un des sujets qui est essentiel, c'est la cartographie du SI, et la cartographie des assets et donc des produits. Donc ça, c'est vraiment un sujet qui a été primordial chez nous, on avait déjà de la cartographie, mais on a renforcé cette cartographie autour justement du mode produit, avec vraiment l'exigence de savoir, il faut maîtriser ces périmètres. Et quand je dis ces périmètres, c'est qu'il y a des périmètres à différents niveaux, les périmètres de l'équipe, d'une équipe produit. Et ça, on se rend compte que c'est pas toujours évident. Le périmètre est pas toujours très défini, des équipes qui peuvent se chevaucher un petit peu sur certains sujets. Donc là, et c'est un chantier qui continue, on définit des périmètres clairs, des périmètres et des interfaces qui vont avec. Et puis c'est vrai à tous les niveaux. Donc au niveau d'une équipe, au niveau d'une direction, au niveau de l'organisation tout entière. Voilà, être bien clair sur ces périmètres. Et puis aussi, c'est l'autre aspect, on ne peut agir que sur ce que l'on connaît. Il faut s'assurer que cette cartographie soit la plus complète possible et la plus à jour possible. Donc là, il y a toujours il y a un travail autour de ça. Et d'ailleurs, chez nous, la cartographie, on en a fait un produit et on en a fait une équipe produit. On est organisé à faire ce qu'on appelle chez nous des CT, des component team. Et donc, on a une CT cartographie qui s'occupe de maintenir la cartographie, d'animer les mises à jour, et puis sur l'aspect complétude, qui s'occupe aussi d'automatiser au maximum tout ce qu'on peut automatiser dans de la cartographie. Donc là, on va se connecter aux plateformes, récupérer les bases de données, récupérer les déploiements dans Kubernetes, etc. Donc tout ça s'automatise pour petit à petit, hein, pour être le plus complet possible. L'autre aspect, pareil, on en a parlé avant, c'est sur la mesure. Et donc là, on a mis deux axes. Je vous ai parlé d'Accelerate qui définissait différents indicateurs de mesure de la performance des équipes. On a retenu les quatre principaux que vous voyez là. Alors, hop, le pointeur. Pour les citer rapidement, donc on a le lead time. Donc en gros, c'est le temps que met un commit pour arriver en production. Le deployment frequency, donc la fréquence de déploiement en production. Le change failure rate qui mesure le nombre d'incidents qu'on a enfin le pourcentage de releases qui sont en incident, et le mean time to restore, donc le temps moyen de réparation quand on a des incidents plus ou moins graves. Donc là, je vous ai donné un échantillon qui correspond réellement à une de nos équipes.
avec, les différents graphes d'évolution et en fait, on a complètement automatisé le calcul de ces indicateurs pour les équipes produits chez Cdiscount et donc toutes les équipes, par défaut, alors à condition bien sûr que, leurs produits soient bien déclarés dans la carto, donc ça recoupe le point précédent et beh, toutes les équipes ont automatiquement ces indicateurs qui leur permettent de se positionner avec, une évolution, un niveau, qui justement là encore est issu, des données Accelerate pour permettre de se positionner dans l'absolu, sur la performance et donc bah, ça permet déjà aux équipes d'avoir, sans effort particulier, heu, une bonne évaluation de leur performance à un temps T et puis surtout de la tendance. Est-ce qu'ils s'améliorent ou est-ce qu'ils ont des efforts particuliers à fournir? Et l'autre aspect, c'est sur la partie, calcul de KPI plus spécifique à chaque produit. Chaque produit va avoir ses produits. Et ben, on a aussi, monté une équipe, une autre, component team, d'observabilité qui permet de mettre à disposition, les bons outils pour observer et mesurer leurs produits. Donc là, j'étais un peu à court d'idées, mais vous comprendrez qu'on était sur une stack, Elastic et Prometheus pour tout ce qui est observabilité. Heu et le dernier point, sur, enfin le dernier des 3 points de focus donc dont j'ai parlé, c'était l'autonomie et comme je disais, l'autonomie, ça s'accompagne. Donc il y a différents moyens qu'on mobilise pour accompagner, l'autonomie. Tout d'abord, la simplification des process, et l'automatisation. Ça va en général de pair. On simplifie des process en les automatisant. Donc là, c'est, la chaîne de, N tickets Jira qui passe par différentes équipes et beh, au maximum, on automatise pour qu'il y ait, une action au départ, qui puisse déclencher derrière, le maximum de choses de manière automatique. Donc que ce soit, d'aller, créer des bases, d'aller, valider des contrats d'API ou de confirmer, la présence de tests et cetera. Donc des choses qu'on pouvait initialement faire, avec des contrôles manuels, qu'on automatise, encore une fois pour accélérer les process. Hem, 2e aspect de l'autonomie, avoir des plateformes self-service. Là-dessus, alors j'en parlerai pas aujourd'hui, mais ça peut être un sujet pour une future présentation. On a une stratégie où on est prudent vis-à-vis du cloud. Pour des raisons de coût principalement et puis on sait qu'on a une bonne efficacité, sur le on-premise, notamment en termes de coûts et donc la majorité de nos plateformes heu, sont hébergées, par nous directement et donc on propose des services, enfin des plateformes, en tant que service. Ça va être, donc la plateforme Kubernetes, le Mongo, Kafka et cetera. Donc ces différentes plateformes-là, on les propose et on travaille au maximum pour qu'elles soient self-service et donc encore une fois, automatiser les process de gouvernance sur ces plateformes, donner de l'autonomie aux développeurs pour qu'en quelques clics, ils aient accès à tel ou tel, service dont ils ont besoin et à chaque fois, ces plateformes-là, bah, pareil, on en a fait des produits et on a mis des équipes produits autour. On a une équipe produit autour de Kubernetes, on a une équipe produit autour de Mongo, on a une équipe produit autour de Kafka. Donc voilà, tous ces points-là sont adressés et sont considérés comme nous, comme des produits. On a nos clients qui sont les équipes de développement et on leur fournit les services. Et le dernier point, qui est également très important, c'est tous les aspects sécu, parce que, bah, c'est un sujet qui est, trop souvent, mis de côté ou mis en bout de chaîne. Donc, il y a les mêmes sujets autour de la sécu. On démocratise les bonnes pratiques, on déroule, des des tests de pénétration, sur les systèmes. On automatise des contrôles de qualité sécu dans la chaîne de CI/CD. Voilà, tout un tas de choses qui sont encore une fois automatisées, pour pouvoir accélérer les équipes. Heu, une slide encore un peu conceptuelle, mais, pour, représenter notre approche de manière globale au niveau de l'architecture et là, notamment, on parle de l'équipe vraiment d'architectes.
qu'on a et sur lesquels on s'oriente vers de la décentralisation. Donc là, l'image, c'est de l'aéroport, central vers, les porte-avions. Heu, voilà, on avait une équipe traditionnellement très centrale d'architecture. Heu, on avait voilà des comités d'architecture, on faisait de la revue assez poussée sur tout ce qui passait pour s'assurer de la conformité, des différents développements. Heu, Là, on s'oriente vers de la décentralisation, à travers, des communautés, sur les différentes technos, des communautés d'architecture aussi, avec ce qu'on appelle chez nous des responsables techniques qui sont, voilà les relais des architectes, mais plus proches des équipes de développement avec, encore une fois, cette idée d'avoir plus de décentralisation, pouvoir scaler plus facilement. On en parlait, au tout début, hein, on a une activité qui croît et qui va continuer à croître et les équipes, une équipe toute seule n'est pas scalable, donc il faut être capable de décentraliser, de déléguer les responsabilités, de décentraliser la gouvernance, à diffuser correctement la connaissance et donc ça, on y arrive notamment, à travers la constitution de communautés, la bonne formation de différents référents sur les sujets, diffusés dans les équipes. Voilà et puis, s'il nous reste encore 30 secondes, heu, de manière un petit peu plus opérationnelle sur le déploiement, de ce qu'on a appelé l'approche produit, donc la démarche go to product qu'on a chez Cdiscount. Heu, pou Ce qu'on voit, c'est que ça englobe beaucoup de choses. J'ai parlé surtout des impacts que ça a, au niveau de l'architecture, des équipes transverses, des équipes, produits techniques, parce que c'est mon domaine et c'est comme ça qu'on fait, avec mes équipes. Mais c'est quelque chose qui se généralise aussi bien sûr dans les équipes de développement. Et d'ailleurs avant ça a été plus structuré dans les équipes de développement et comme c'est un gros morceau, on a découpé cette approche-là en différentes capacités. Donc là, c'est les petites boîtes que vous voyez là, qu'on a mis sur différents socles pour avoir quelque chose de progressif et découper cette cette gros concept qu'on appelle, le mode produit en petites capacités, qui sont plus faciles à appréhender, heu et à aborder comme ça de manière séquentielle et donc c'est quelque chose qui marche très bien. C'est voilà, encore une fois sur, des principes d'agilité, appliqués là sur l'organisation, qui nous permettent, de diffuser encore une fois, petit à petit, ces différentes notions et ces différentes compétences au sein des équipes et voilà, c'était, la fin de la présentation pour moi. Merci. Question, c'est vous êtes combien maintenant la DSI? 600, 800, je sais plus trop. 800, La un peu plus de DSI 800, et ouais. est-ce que vous avez des personnes qui sont sur plusieurs produits ou est-ce qu'on est que sur un seul produit chez vous? Alors, autant que possible, dans le cas général, une équipe, c'est un produit. Il peut y avoir des équipes qui ont un ou 2 produits, mais ça veut dire que c'est l'équipe en elle-même, qui va gérer 2 produits. On a des cas, si je veux donner un exemple concret, typiquement sur les plateformes, l'équipe qui gère Kafka, et l'équipe, qui gère, Rabbit, c'est la même. Alors après, on peut définir le produit, messaging, au global, sur les 2 entités ou faire 2 produits, c'est D'accord, mais il n'y a pas c'est une un personne qui un est peu de dans la deux sémantique, équipes, mais quoi. C'est la même non, équipe. non, non, on met pas de personne sur 2 équipes, Ça marche. Et une autre question sur quels outils vous utilisez pour définir les domaines. Du DDD, des Alors, choses comme ça. sur la définition, donc on a en effet un outil, alors c'est notre outil de cartographie, qui s'appelle, Evolve, qui permet de faire, de la définition justement des différents objets, de définir les relations entre eux, et ensuite de les cartographier. Donc ça peut être, sur les domaines, ça peut être, sur les équipes, ça peut être sur, les microservices. Voilà, on définit,
les objets un peu comme on veut. Et l'important, c'est d'être capable de bien définir les relations entre eux et ensuite de pouvoir se les représenter selon différents axes d'observation. Et plus on avance dans le mode produit, plus on se rend compte que d'avoir cette vision, c'est vraiment primordial parce qu'en fait, je parlais des capacités qu'on déploie. Dès qu'on veut automatiser le suivi, bah, le bon exemple, hein, c'était les métriques Accelerate qu'on suit dans chacune des équipes. Bah, il faut qu'on soit capable de les rattacher à un produit et à une équipe. Et tout ça, ça se base sur notre outil de cartographie. Donc c'est vraiment central à toute la stratégie de déploiement du mode produit. Merci. Alors, une dernière question, il me reste 30 secondes. Est-ce que les équipes produits gèrent la prod, du coup, nuit et jour? Est-ce que les astreintes sont... Alors, c'est une très bonne question. On a encore des équipes de prod, bien sûr, mais la notion de responsabilité, c'est que les équipes adressent leur run. Et alors, je vais pas dire que chaque équipe produit à son astreinte, mais on a quand même des astreintes qui sont par domaine fonctionnel. Alors là, pour le coup, on regroupe quand même un petit peu, hein, parce que sinon ça mobiliserait beaucoup de monde. Mais l'objectif, oui, c'est que les équipes produits gèrent leur run et donc traitent directement les problématiques de production quand elles sont liées spécifiquement au produit. Voilà, il y a enfin, quand il y a un incident un peu plus transverse, on a toujours des équipes de production ops en N1 qui qualifient et qui font de la répartition. Mais derrière, les opérations qui sont liées à un produit, elles tombent dans les équipes produits. Merci. Merci beaucoup, Cosme. Alors, on va enchaîner avec Mano Mano pour la suite. Merci. Merci. Donc, comme d'hab, une petite pause et on se retrouve juste après.